tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Le ministre d'État recevait ce jeudi matin la presse autour de nombreux sujets d'actualité. Suite de la mission du Monaco Economic Board à Tel Aviv, nous reviendrons sur la nouvelle campagne de Test in the City dans les rues de la Principauté. Le Yersin est fin prêt pour son départ, mais avant de prendre la mer pour sa première mission, il a accueilli à son bord les scolaires de la Principauté. Et nous refermerons ce journal avec la présentation d'un événement qui se déroulera mi-juillet sur le port Hercule, l'Urban Painting Around the World. Le ministre d'État a organisé son traditionnel petit déjeuner de presse à sa résidence. De nombreux sujets ont été abordés, dont les dossiers Jardin d'Apolline ou encore l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Vanessa Dessy vous en dit plus. Ça va surtout bouleverser la vie des gens concernés pendant plusieurs mois encore. Et l'idée dans cette affaire, c'est d'être le plus attentif à leurs besoins. Ils ne sont évidemment responsables de rien et ce qui leur arrive est évidemment exorbitant. On ne peut pas s'attendre à Monaco qu'on puisse un jour décider que l'eau n'est plus potable et déclarer donc un avis de non-potabilité d'eau et organiser des distributions de packs d'eau depuis maintenant une dizaine de jours pour les appartements des Jardins d'Apolline. Trouver des solutions, voici la priorité du gouvernement princier. De nouvelles mesures seront mises en place dans les 2 prochaines semaines au Jardin d'Apolline. Des filtres seront installés rapidement. Ces derniers élimineront ainsi l'ensemble des bactéries et métaux en suspension. Dans les appartements, les nourrices et les gaines seront changées pour éviter que la corrosion se poursuive. Un système de potabilité des eaux viendra ensuite compléter le dispositif afin de stabiliser la situation. Une assignation en référé est en cours. Le gouvernement princier s'efforce de s'adapter au mieux à ces conditions particulières. Un médiateur a de plus été nommé. Albert Croesi sera chargé de mission auprès du ministre d'État. Le bien-être des occupants est le seul critère retenu dans la prise de décision. Les mesures, dans un premier temps, pour les mois de juin, juillet et août, sont des mesures, j'allais dire, de bon sens au vu des troubles de jouissance que les locataires rencontrent aujourd'hui. A été proposée une gratuité des loyers et des charges. Et pour les personnes qui souscrivent des contrats habitation capitalisation, des mesures équivalentes, enfin portant donc sur des sommes équivalentes, seront également proposées. Le ministre avait évoqué, et c'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord au niveau du gouvernement à ce jour, qu'à partir du mois de septembre, une prise en charge à hauteur de 50% des loyers et des charges s'applique, puisque d'ici là, nous anticipons qu'un certain nombre de troubles, notamment liés aux recommandations de non-potabilité de l'eau ou de non-utilisation de l'eau à d'autres fins, et bien que ces mesures ne soient plus nécessaires, qu'elles aient été traitées par les services compétents au niveau de la direction des travaux publics, au niveau de l'administration des domaines, et que dans une certaine mesure, l'urgence soit derrière nous. Côté finances, en Principauté, un autre dossier est à l'ordre du jour, celui de cette nouvelle association avec l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Cette opération est estimée entre 100 et 130 millions d'euros et sera réalisée à travers l'acquisition d'une participation dans la société Azura Aeroporti. Ce nouvel outil essentiel pour le pays offre ainsi une image encore plus attractive. Mais cet ambitieux partenariat est avant tout un outil de développement économique. C'est sans aucun doute un très bon placement financier de moyen long terme. Cet aéroport, il se développe au niveau commercial. À tout point de vue, je pense que les décisions qui ont été prises par sa direction générale et qui seront, je pense également, celles que le consortium qui s'est porté acquéreur voudra perpétuer, ces mesures ne manqueront pas également de représenter pour Monaco un intérêt financier. La sécurité en Principauté reste un sujet de mobilisation permanent pour le gouvernement princier. À l'occasion de ce petit déjeuner presse, tous les moyens mis en œuvre pour continuer à faire de la sécurité l'un des fondements du modèle monégasque ont été largement évoqués.
Nous vous en parlions lors de notre précédente édition. Une mission économique du MEB vient de se rendre en Israël. Les entrepreneurs monégasques ont pu découvrir l'incroyable vitalité de l'économie israélienne et initier des échanges avec leurs homologues à Tel Aviv. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal. Ils étaient une trentaine à prendre part à la mission économique organisée par le Monaco Economic Board à Tel Aviv. Tous représentent les différentes facettes de l'économie monégasque. Banques, nouvelles technologies, immobilier, assurance, ameublement haut de gamme, sociétés de conseil ou d'événementiel ou même cabinets spécialisés dans la recherche d'héritiers. À l'issue d'une présentation des spécificités de chacun des pays, c'est en tête-à-tête que se sont poursuivis les échanges. C'est là toujours l'un des temps forts des missions organisées par le MEB, les incontournables B2B traduisés business to business, une sorte de speed dating avec pour objectif de trouver des interlocuteurs pouvant devenir, dans un délai de temps plus ou moins rapide, des partenaires d'affaires. On essaie de trouver quelqu'un avec lequel travailler, avec lequel partager des idées, des projets et pourquoi pas commencer de nouvelles relations entre les deux pays. C'est un pays très avancé, très important. Et nous aussi, à Monaco, on est très petit, mais on a notre petite puissance. Oui, ici, ils sont vraiment très focus on cette new start-up, cet réseau technologique et tout ça. Ils ont un potentiel incroyable, l'une des plus forts et connues au monde. Certains sont des habitués de ce type de mission, à l'image de Stéphane Giacardi, le président délégué de la Société monégasque d'électronique. Pour d'autres, il s'agissait d'une première. David Garbarino a créé avec son papa une entreprise qui produit et commercialise du mobilier haut de gamme. C'est vrai qu'on s'est inscrit récemment en fait, au MEB et c'est la première fois que je pars avec la délégation. L'occasion s'est présentée, c'est vrai qu'on travaille peu avec le Moyen-Orient et je trouvais ça c'était une évidence en fait de partir sur cette mission-là du moins. Et c'est vrai que c'est très intéressant en fait, de s'intégrer à ce milieu. C'est drôle, tout le monde se connaît, ça fait un peu famille. C'est vrai que là je suis le Benjamin en fait, de la délégation. Donc, et c'est vrai que c'est plutôt très bien organisé. Je sais que mon père à l'époque aussi faisait partie de l'ancienne CDE et je sais qu'avec l'impulsion de M. Dota, je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions et ça semble assez évident, quoi. Comment s'est déroulée cette session de rendez-vous dans cette salle ici à Tel Aviv ? Plutôt bien. Il se trouve qu'effectivement, alors à la base, j'avais entre guillemets malheureusement peu d'interviews de prévues, mais c'est vrai qu'avec la proximité et le cadre et les gens qui viennent, c'est vrai que les tables discutent entre elles et j'ai eu deux entre guillemets, rendez-vous en plus qui n'étaient pas prévus et qui étaient peut-être même plus intéressants que le premier qui était planifié. Ouais. Pas moins de 100 rendez-vous étaient planifiés et au total, ce sont finalement plus de 130 tête-à-tête qui se seront enchaînés en quelques heures. I met here with 2 banks and 3 law firms. J'ai notamment rencontré ici 2 banques. Ce que j'espérais en venant, c'était de nouer des relations avec des professionnels de Monaco dans 2 optiques. La première direction, c'était de trouver des investisseurs monégasques voulant s'implanter en Israël et travailler avec des entreprises que je représente, dont des banques. Et l'idée, c'était donc d'identifier de potentiels investisseurs. Et d'un autre côté, nous avons des clients israéliens qui sont dans le domaine des nouvelles technologies, qui pourraient être intéressés par les services et avantages qu'offre Monaco. Philippe Verdier est bien connu en principauté. Il est l'un des fondateurs de l'une des plus belles réussites d'événements à vocation humanitaire à Monaco. Coureur de l'extrême, il a créé la No Finish Line, cette course d'une semaine au cœur de la principauté. Depuis, le concept s'est exporté à Paris, Oslo ou Athènes et l'objectif est aujourd'hui de conquérir Tel Aviv à l'horizon 2018. On est là juste pour conseiller et accompagner les personnes qui sont susceptibles d'en organiser une à Tel Aviv. Et justement, j'ai profité de ce voyage et de cette mission économique pour rencontrer des personnes
dont une qui a travaillé précédemment à Monaco, qui connaît bien la No Finish Line et qui a envie, après s'être installée il y a 1 an ici à Tel Aviv, de faire quelque chose de relativement important sur Tel Aviv et s'engager aussi dans l'humanitaire. On voit déjà beaucoup de gens qui marchent, qui courent sur cette promenade au bord de la mer. Donc il y a un cadre exceptionnel, un temps exceptionnel, un circuit qui peut être plat, éclairé en plus, donc où il y a toutes les commodités. Donc déjà, on a un très bon cadre pour commencer à travailler. Pour Haïm Fresco, le gérant d'Espresso Monte Carlo, les échanges auront également été fructueux. Pas encore de contrat ferme signé, mais de belles promesses d'avenir. Il a rencontré le responsable de l'une des plus grandes chaînes de pâtisserie d'Israël et dont l'ambition est à terme d'ouvrir sur le même modèle une chaîne de café qui pourrait mettre à l'honneur les produits représentés par Haïm Fresco. Depuis 4 ans maintenant, l'association Fightheads Monaco organise des journées de dépistage rapide et gratuit du VIH. Des tentes sont installées en différents lieux de Monaco pour y recevoir le public. C'est au cœur du quartier de Fontvieille que vient d'être réitérée l'opération. Patricia Navarro vous en dit plus. Le nom de l'opération est librement inspiré d'une série télévisée américaine à succès. Test in the City a lieu 2 fois par an. En hiver et en été, les bénévoles de l'association Fightheads Monaco se mettent à la disposition du public pour offrir au plus grand nombre la possibilité de se faire dépister gratuitement et rapidement. Après le parvis de l'église Sainte-Dévote, après la promenade Honoré-Labande, c'est à proximité du centre commercial Carrefour qu'ils viennent de s'installer le temps d'une journée. Je crois que c'est important, on est obligé maintenant d'aller vers les gens parce que les gens ont encore cette honte, cette crainte d'aller dans les centres de dépistage et de se faire dépister. Donc on est obligé d'aller vers eux pour dédramatiser la situation et la rendre plus proche des gens. Voilà, ils rentrent dans une tente, leurs collègues, les gens de l'hôpital, s'ils connaissent quelqu'un, ne les voient pas. Enfin voilà, on est encore obligé de faire ça, surtout pour ces raisons-là, ces raisons de honte. On ne veut pas que ça se sache que ce soit fait dépister, au contraire, c'est quelque chose de très responsable. Puisqu'on sait maintenant que si tout le monde se fait dépister et les gens séropositifs sont sous traitement, ils ne sont plus contaminants. Donc on a les moyens d'arrêter l'épidémie de VIH si toutes les personnes se font dépister et celles positives sont mises sous traitement. Donc on a une solution, mais on ne peut pas faire le test à la place des gens, malheureusement. En s'installant dans des cœurs de ville, l'association Fightheads Monaco s'assure de toucher de très nombreuses personnes. Lors de la dernière édition de Test in the City, plus de 200 tests avaient été pratiqués. L'avantage, c'est que nous sommes sur un lieu passager et que les personnes qui n'avaient pas forcément prévu de faire le test saisissent l'occasion quand ils savent que c'est sur 10 minutes, que ça va vite, donc ils acceptent de le faire. Et nous avons aussi des personnes qui savent que nous faisons le test régulièrement, qui reviennent d'eux-mêmes. Donc là, ici, ça fait la 3e fois, d'habitude c'est en novembre. Donc nous avons eu plusieurs personnes, nous avons croisé des personnes à qui nous l'avons proposé, qui nous ont dit je l'ai fait il y a 6 mois, il y en a qui le refont parce qu'ils pensent peut-être avoir pris un risque, et d'autres qui disent non, j'ai pas pris de risque, donc c'est pas nécessaire. Comment ça se passe exactement? Oui. Avec cette lancette, je vous pique dans les majeurs. Si. Et je prends 2 petits gouttes de sang avec ça, avec la pipette. Je mélange avec ce produit qu'il y a le numéro 1. Et après, je le mets ici. Et après, pour éclairir, je mets le produit de la 2e bouteille, de la 3e bouteille, et on a les résultats. On était formés pendant 2 jours à l'association. Quand on a commencé, ça fait 4 ans à faire cette action. Et dans le Fightheads Monaco, on est toujours en formation par rapport, parce que c'est une chose qu'elle est très impliquée, la patronne, notre princesse Stéphanie, elle veut qu'on soit formé. Et chaque fois qu'on doit faire cette action de Test in the City, que c'est chaque 6 mois, un jour avant, on rafraîchit tous, pas seulement la technique pour faire tirer les 2 gouttes de sang qu'ils ont besoin, sinon aussi psychologiquement, si on a pour donner le résultat, que heureusement jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de mauvais résultats. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi la possibilité en pharmacie d'aller chercher un
test et de pouvoir le faire à la maison si on veut. Mais je pense que c'est important. En tout cas, moi je suis une génération où je pense que c'est important de montrer aussi l'engagement. Voilà. Et que ce soit aussi au niveau de la rue, de la ville, il faut que ce soit vu, il faut que ce soit visible. Voilà. Il ne faut pas que ce soit caché. Et je pense que c'est extrêmement important, notamment que des gens comme Manuel soient là pour éventuellement aider, parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver à la maison et se retrouver seul face à un résultat qui, voilà. Bon, en l'occurrence, tout va bien, mais j'ai des amis voilà, à qui c'est arrivé et pour qui ça a été quelque chose de très douloureux. À ces campagnes de dépistage viennent s'ajouter des opérations d'information, de sensibilisation, des distributions de préservatifs, une grande mobilisation qui est là pour rappeler qu'il ne faut pas baisser la vigilance et que le combat contre le VIH/SIDA, même s'il est en bonne voie, n'est pas encore gagné. Début juin, le prince Albert II lançait à l'international les explorations de Monaco, une campagne qui durera 3 ans à bord du Yersin. Depuis le milieu de semaine, le navire amarré au port de Monaco accueille les scolaires de la principauté pour leur faire découvrir cette belle aventure. Le reportage d'Émilie Rousseau et Olivier Bonello. 76 mètres de long pour 13 mètres de large, le Yersin, ce navire imposant, sera le camp de base des explorations de Monaco. Un camp de base qui a ouvert ses portes aux scolaires de la principauté cette semaine. L'occasion d'associer la jeune génération à cette campagne initiée par son Altesse Sérénissime le prince Albert II et aux enjeux qu'elle représente. C'est une aventure qui a déjà démarré depuis pas mal de mois et c'est vrai que les acteurs de la principauté sont tous mobilisés et dans les acteurs de la principauté, il y a bien sûr l'éducation nationale et puis tous les élèves de Monaco et j'espère beaucoup d'enfants qui vont venir nous rejoindre sur cette aventure de 3 ans. Et l'itinéraire de cette belle aventure qui débutera en août prochain par une première étape en Macaronésie a été présenté à ces élèves de CE2, un moment durant lequel les enfants ont pu en savoir plus sur les objectifs des explorations. L'atelier qui est là, il est fait pour introduire, expliquer à tous les jeunes, à toutes les classes qui sont sur Monaco et dans la région, le principe des explorations, le but de ces explorations avec le Yersin, pour qu'ils puissent un petit peu s'approprier le voyage qui va durer 3 ans, donc une échelle de temps pour ces petits qui est vraiment très très grande. Après avoir découvert l'ensemble de cette campagne, les enfants se sont projetés dans ces explorations en montant à bord du Yersin. Au programme, découverte des lieux stratégiques à l'image des salles qui vont accueillir les laboratoires pour les études scientifiques ou de la passerelle présentée ici par le capitaine du Yersin, Jean Dumaret. Ça fait vraiment partie de ce que nous voulons faire, sensibiliser les enfants sur nos futures missions, sur la protection des océans, puisque c'est tel est notre but. Nous représentons tous, je dirais, les espoirs du prince sur l'impact sur les océans. Donc protéger les océans, c'est véritablement le mot d'ordre, et sensibiliser les enfants, c'est les entraîner avec nous dans une aventure de 3 ans qu'ils iront eux-mêmes raconter à leurs enfants plus tard. Donc nous sommes en bonne voie avec tous ces enfants. C'était joli, ça bougeait pas le bateau, c'était vraiment, j'ai oublié le extraordinaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris toi aujourd'hui sur le Yersin? Vers quelle route il va voguer dans quelques semaines? Il va faire le tour du monde en 3 ans. C'est tout ce que tu as à dire. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné aujourd'hui? Le bateau, comment il est fait et tout ça, parce qu'ils nous ont dit qu'il va partir demain à Marseille, ou ce soir, je sais pas, peut-être. Oui, ce soir, et je trouve qu'il était beau. Et les scolaires de la principauté, plus précisément l'ensemble des élèves de CM1, suivront les missions des explorations de Monaco dans leur cursus dès la rentrée scolaire. Ces visites ont également permis de repérer les enfants les plus motivés pour constituer une classe exploration qui suivra cette campagne jusqu'en 2020. Et sachez que le Yersin quittera le port de Monaco le 27 juillet prochain. Un mois de juillet riche en événements donc. Les 15 et 16 juillet, le Port Hercule accueillera pour la toute première fois en principauté une performance live de street art. Plus de précisions dans ce reportage. Blanc-Bec, Jazzy, Sozy One, ces noms ne vous parlent peut-être pas encore, mais dans le domaine de l'art urbain, leur signature résonne depuis plus de 25 ans sur la scène internationale.
Ils seront 9 au total à se prêter au jeu d'une performance live sur le port Hercule les 15 et 16 juillet. Durant 2 jours, ils s'appliqueront à décliner leur univers sur un mur qui leur aura été confié. C'est 9 artistes sur 15 qu'on avait choisis. J'ai dit on avait manifesté justement M. Sperstra qui a choisi parce que c'est lui auquel on a confié le choix. Ils vont choisir sur des murs qu'on va créer sur la promenade. Et ça sera des tableaux 2 par 2, il y en a 3 en série. Alors on pourra avoir des œuvres 6 par 2 comme des œuvres 2 par 2 séparées au triptyque. Cette initiative place la création contemporaine et urbaine au cœur de la ville. Les artistes travailleront autour du thème de la protection de la mer et des océans. La sélection des 9 artistes internationaux s'est déroulée en plusieurs étapes. Il y en avait 15 au départ, puis on en a sélectionné à la fin 9, excusez-moi. Tous travaillant depuis plus de 25 ans dans ce qu'on appelle le mouvement post-graffiti, donc celui qui est venu, ils sont venus du flanc de métro, du mur à la toile. Nous sommes la famille Sperstra, et notamment la Sperstra Galerie, collectionneurs et galeristes depuis 1984. La galerie est ouverte boulevard des Jardins Exotiques, ici à Monaco, pour ensuite se déplacer au port de Fontvieille, et puis en 1991 à Paris. Et aujourd'hui, nous sommes dans le quartier du Marais à Paris et en Suisse. Ce week-end se conclura par une vente aux enchères par la maison Arcurial des œuvres réalisées sur place. Une partie des fonds récoltés pendant cette vente ira à la fondation Prince Albert II de Monaco. Nous continuons notre série de reportages consacrés à la fête de la danse qui se déroulera samedi autour de la place du Casino. Des milliers de personnes sont attendues tout au long de la nuit. Un large dispositif de sécurité a donc été mis en place. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario. Pour un événement comme la fête de la danse, qui est un événement ouvert à tous, libre d'accès, bien sûr dans la limite des places disponibles, on va mettre en place un périmètre entièrement sécurisé autour, bien sûr, de la place du Casino, qui est le cœur de l'événement. Et donc l'ensemble du périmètre, à partir de l'avenue de Monte-Carlo, d'une part, l'avenue des Spélugues, d'autre part, va être sécurisé, filtré. On aura donc des contrôles des différentes personnes qui voudront accéder à la fête de la danse. Bien évidemment, pour des questions de sécurité que tout le monde comprendra, il ne faut pas venir avec de gros sacs, il ne faut pas venir avec des casques, il ne faut pas venir avec un certain nombre d'objets volumineux comme cela. Il ne faut pas venir parce qu'il n'y aura pas de consignes qui seront mises en place, mais l'accès sera libre une fois que les personnes auront été contrôlées à l'entrée de ce périmètre et elles pourront se déplacer dans l'enceinte de la fête de la danse. Donc la place du Casino, les jardins du Casino, l'allée François Blanc, le square Massenet, tous ces espaces sur lesquels la fête se développera de 18h à 6h du matin. Combien de policiers ou d'agents de sécurité seront déplacés sur l'événement ? Il va y avoir plusieurs centaines de personnes qui vont être mobilisées pour les services de sécurité, que ce soit la sécurité des personnes, mais également pour le secours aux personnes, le secours aux victimes, puisqu'on aura bien évidemment des postes de secours qui seront installés, un peu comme on le fait classiquement pour les grands événements que nous avons déjà réalisés en principauté. Il faut savoir que le périmètre qui va être clôturé et sécurisé ne permet pas d'accueillir 150 000 personnes, bien évidemment. Donc il y aura une jauge qu'il ne faudra pas dépasser et le contrôle à l'accès permettra d'une part de vérifier que les personnes qui rentrent dans l'enceinte ne présentent pas de danger tant pour elles-mêmes que pour autrui, mais également que l'on reste dans une capacité compatible avec les espaces qui sont quand même très vastes, comme on peut le voir sur la place du Casino. Vous savez qu'en principauté, il y a beaucoup de parkings qui ont été réalisés. Les parkings, bien évidemment, seront accessibles, les parkings de périphérie par rapport à l'événement. Et un renforcement des autobus, de la desserte en autobus sera réalisé de manière à pouvoir assurer des dessertes par autobus, je dirais globalement à peu près à une fréquence d'une vingtaine de minutes, de manière à ce que les personnes puissent déposer leur voiture dans les parkings de la Condamine, du Larvoto, du Grimaldi Forum et pouvoir accéder en autobus jusqu'à la place du Casino. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images.
L'ambassadeur du Monaco collectif humanitaire, Olivier Giroud, a rendu visite à des enfants opérés au centre cardio-thoracique. C'est devenu une tradition. Le footballeur français vient régulièrement au chevet de ces jeunes patients pour leur apporter un peu de soutien et de réconfort. Comme on peut le voir sur ces images, il a pris le temps de discuter et jouer avec eux et s'est également entretenu avec les équipes médicales. C'est une belle initiative, l'opération Donne ton cartable est renouvelée. Elle incite les parents et leurs enfants à donner leurs anciens cartables en bon état pour être ensuite redistribués à des familles de notre région dans le besoin. Alors rendez-vous samedi de 10h à 13h30 au restaurant le Stars & Bars. La fin du mois de juin résonne chaque année avec les traditionnelles remises des prix. Mercredi, c'était d'abord au tour des élèves du collège Charles III d'être récompensés pour leur travail fourni tout au long de l'année. Et du côté du Rocher, la cérémonie de remise des prix de l'École supérieure d'art plastique Pavillon Bozio s'est déroulée cette année encore dans la cour d'honneur de la mairie de Monaco. Lors de cette soirée, Isabelle Lombardo, le directeur de l'ESAP Pavillon Bozio, a procédé à l'annonce de remise des prix aux élèves, tout en rappelant pour chacun leur créativité, leur dynamisme et leur curiosité artistique. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Vendredi, soleil et nuages passagers, très provisoirement menaçants. Temps chaud à l'abri du vent. Il fera 22 degrés au lever du jour et jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi. Samedi, temps ensoleillé, quelques nuages feront leur apparition. Le vent diminuera dans la journée. Dimanche, beau ciel bleu pour conclure ce week-end. Lundi, belle journée, nuages isolés, les températures seront stationnaires. Mardi, maintien d'un temps sec et ensoleillé. Et mercredi, le soleil sera toujours au rendez-vous. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.